Donc bonjour à toutes et à tous. Donc je me présente, je m'appelle Magali Potier, je suis la directrice de la Maison de l'Europe de Rennes et Haute-Bretagne. Donc l'association est engagée dans un réseau, le réseau des Europes directes des Pays de la Loire et de Bretagne. Donc à quoi ça correspond? En fait, ce réseau, c'est donc tout d'abord le Europe Direct est un label de la Commission européenne. Et donc nous avons voulu travailler en territoire de proximité. Donc, entre les Pays de la Loire, représentés par les Maisons de l'Europe de Angers, Le Mans, Nantes et la Mayenne, ainsi que la ville de La Roche-sur-Yon. Et pour le volet côté Bretagne, c'est donc la Maison de l'Europe de Rennes et le Conseil départemental des Côtes-d'Armor. Alors, pourquoi ce sujet de la présidence polonaise du Conseil de l'Union européenne? Tout d'abord, en fait, c'était pour faire un focus sur cette présidence tournante qui a lieu, qui dure, pardon, qui dure 6 mois et qui est donc là prise par la Pologne depuis le 1er janvier. Et elle va passer le relais très prochainement, donc mardi prochain, le 1er juillet. C'est le Danemark qui assure cette présidence, qui prend cette présidence. Et en fait, la Pologne, c'est la deuxième fois que le pays occupe cette fonction. Donc, on a voulu mettre en lumière ce pays et comprendre un petit peu, on va dire, le poids de ce pays par rapport à l'Union européenne. Et donc, pour nous en parler, on a fait appel à deux intervenants qui sont donc Monsieur Robert Soltic, qui est chef d'équipe communication, partenariat et réseau à la représentation en France de la Commission européenne, et Monsieur donc Michel Dorin, président de la Maison de l'Europe de Rennes et Haute-Bretagne, consul honoraire de Pologne. Bonjour à vous deux et merci d'avoir Si. accepté notre invitation. Bonjour. Bonjour à tous. Donc, avant de démarrer, je voulais évoquer deux points avec vous. Le premier point, un rapide déroulé des différents sujets qui vont être abordés. Tout d'abord, Monsieur Dorin prendra la parole pour faire une introduction sur l'histoire qui explique le présent de la Pologne. Ensuite, il expliquera la position de la Pologne face à l'Union européenne et sa volonté d'entrer dans l'Union européenne. Et ensuite, on abordera le sujet de la présidence polonaise à l'Union européenne et on terminera par les liens existants entre les territoires, notamment entre la France et la Pologne, avec des exemples concrets, notamment un qui nous vient des Côtes d'Armor. Donc, avant de laisser la parole aux intervenants, deux, trois infos pour un bon déroulement du webinaire. Tout d'abord, je vous remercie à chacun donc d'éteindre vos micros. Si vous souhaitez intervenir ou si vous avez envie de poser une question, vous souhaitez poser une question, on vous invite à l'écrire dans le chat et on prendra un temps d'échange questions-réponses durant le webinaire. Et donc, je le rappelle, le webinaire est donc enregistré. Donc, pour commencer, comme je l'ai dit dans le premier point, l'introduction sur l'histoire qui explique le présent. Monsieur Dorin, je vous donne la main pour prendre la parole. Vous êtes gentil, vous me donnez la main tout simplement parce que je suis très certainement le plus ancien de tous les gens qui sont autour des micros et des caméras. Donc écoutez, ben, je vais faire ça. Moyennant quoi, je vais remonter un peu plus loin que ma date de naissance, si vous le voulez bien. Et effectivement, dans ce cadre-là, comme dans d'autres cadres, c'est l'histoire qui explique le présent. L'histoire de la Pologne, les Polonais, enfin les Français ne la connaissent pas très bien, pour même dire pas beaucoup, beaucoup ou pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est déjà que au XIXe siècle, la Pologne a été rayée de la carte parce que trois pays se sont partagés, la Russie, l'Allemagne et l'Autriche. Donc ça, c'est le premier point à prendre en compte. Pendant un siècle à peu près, la Pologne a disparu de la carte, ce qui n'est jamais arrivé à la France. 123 années, Michel. Oui, voilà. Bah, oui, c'est ça. Donc voilà. Donc ça, c'est le premier point à noter. C'est cette absence, cette disparition de la Pologne et le fait qu'on en reparlera tout à l'heure, il y a eu une diaspora polonaise énorme à l'étranger et notamment à cette époque-là, beaucoup d'intellectuels, dont par exemple Frédéric Chopin. Deuxième point, c'est la suite de la Seconde Guerre mondiale. À la Seconde Guerre mondiale, on a bien évidemment Yalta. Mais Yalta, grosso modo, c'est la position entre les Américains et les Russes qui disent moi je prends ce côté-là, toi tu prends ce côté-là. Et l'Allemagne, la Pologne, pardon, se retrouve du mauvais côté.
Elle se retrouve, disons, à l'intérieur de la domination soviétique. Et là, bien évidemment, ça pose un gros problème à l'ensemble comment dire, de la population polonaise parce qu'elle a un souvenir très clair. Je suis allé en Pologne à ce moment-là, j'étais tout jeune. Et franchement, ce n'était pas un endroit où on vivait bien, ce n'était pas un endroit où on était libre, ce n'était pas un endroit où on pouvait dire ce que l'on voulait parce que vous aviez le relais de l'Union soviétique en Pologne qui était le Parti communiste national. Ça, c'était le premier point. La seconde chose qui est importante, qui est un peu accessoire, mais quand même qui permet de comprendre des choses, c'est qu'aujourd'hui, parfois, les Ukrainiens et les Polonais, même si maintenant les choses se passent très bien, ils ont eu un passé un petit peu difficile à un moment de la Seconde Guerre mondiale où il y a eu un peu des exactions comment dire, des Ukrainiens contre certains Polonais et des Polonais contre des Ukrainiens. Et ça, c'est resté un peu dans la mémoire, ça a tendance à s'estomper maintenant. Voilà. La Pologne, c'est aussi donc un pays qui a une diaspora énorme. Grosso modo, on estime, je dirais, alors ce n'est pas que les ressortissants qui sont partis il y a une génération, mais ceux qui sont partis des générations anciennes, on estime à peu près à 20 millions la diaspora polonaise à l'étranger. Et où est-ce qu'ils sont essentiellement? Eh bien, d'abord aux États-Unis. Aux États-Unis, la diaspora polonaise, qui est comptabilisée, c'est environ 9 millions de personnes. Après, vous allez avoir l'Allemagne, mais l'Allemagne, comment dire, c'est une diaspora beaucoup plus récente avec 1,5 million. La France, 1 million. Et la Grande-Bretagne, 700 000. Donc voilà. Et après, ça descend beaucoup plus bas. Donc, vous voyez, c'est un pays, on dit la diaspora 20 millions d'habitants. Rappelons-nous que la Pologne, c'est à peu près 37 à 38 millions d'habitants, je dirais, dans ces frontières. Donc, quelque part, la Pologne a souffert d'un certain nombre de certains voisins, notamment la Russie. Donc, ça, c'est resté et ça restera toujours ancré dans la mémoire polonaise. Les Polonais ne font absolument pas confiance à aucun dirigeant russe. Et encore moins, je dirais aujourd'hui, à Vladimir Poutine. Donc ça, il faut bien comprendre, et d'où, entre autres, notamment, les principaux, dont on vous parla tout à l'heure, les principaux axes qui vont marquer qui ont marqué la présidence polonaise des 6 derniers mois. Voilà, donc c'est ça que je souhaitais rappeler rapidement. Si vous avez des questions après, vous pouvez toujours les poser, ou alors je vous propose de lire quelques bons livres d'histoire qui vous rappelleront un peu tout ça. Voilà. Et je reprendrai ici volontairement le flambeau Oui. de Michel pour vous parler un peu de la présence, parce que je pense que ça, c'est quelque chose qui est très important. Après le table ronde de 1989 et ensuite ce qu'on appelle l'automne de peuple et l'éclatement de l'Empire soviétique, toute l'Europe centrale et orientale devient libre, dont la Pologne en premier lieu. Et tout de suite, la Pologne affiche les ambitions européennes en demandant l'adhésion à l'Union européenne en 1983. Les négociations durent 11 ans, sont dures. Les questions agricoles fâchent aussi. 1993. Oui, Ok, 13. 1993. 13. Et les questions agricoles, les questions de propriété des terres, avec le père de Polonais que les Allemands reviennent sur la partie de la Pologne qui, jusqu'à fin Deuxième Guerre mondiale, était en Allemagne. Voilà, mais c'est aussi le période d'un développement économique sans précédent. La Pologne entre dans l'Union européenne en 2004, les frontières s'ouvrent, le marché unique offre des opportunités à la fois pour le Polonais de travailler à l'Ouest, mais aussi aux entreprises polonaises d'exporter vers les marchés européens. Et les Polonais saisissent la chance. À vrai dire, c'est une période de 2004 jusqu'au 2025 d'une croissance économique sans cesse, soutenue. Le PIB de pays a été presque triplé
pendant cette période, la Pologne aujourd'hui, c'est l'un des pays riches. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte. En 2023, nous avons eu en Pologne des élections qui ont ramené au pouvoir le camp démocratique, après 8 ans de pouvoir de frères de parti de Kaczynski, de droit et justice, plutôt nationaliste et un peu soupçonnant l'Union européenne. Maintenant, c'est le gouvernement de ex-chef de Conseil européen, M. Donald Tusk, qui dirige comme Premier ministre le pays. Pendant la présidence polonaise ont eu lieu les élections présidentielles que le camp démocratique a malheureusement perdu. Mais a perdu à cheval 50,7% pour le candidat droite nationaliste et 49,3% pour un candidat de centre libéral. On voit bien que la Pologne, c'est un pays qui est maintenant divisé entre à la fois la volonté de s'intégrer plus avec l'Europe et qui a aussi de remords, des hésitations, s'il faut aller plus loin ou plutôt rester au niveau d'intégration que la Pologne est pour l'instant. Par contre, il y a une chose où les Polonais sont unis, c'est la question de la sécurité. Et la présidence polonaise de l'Union européenne a mis comme slogan de la présidence sécurité Europe. Sécurité dans tous ces domaines, dans tous ces côtés. D'abord, sécurité, disons, dure, sécurité militaire, mais ensuite la sécurité énergétique, économique, sur les questions des migrations et c'était les sujets clés de la présidence polonaise et où le polonais s'évente qu'ils ont eu des succès pendant les 6 mois écoulés avec l'adoption, par exemple, d'un programme ReArm EU, doté de 150 milliards d'euros de prêts garantis par la Commission européenne de 800 milliards d'euros que la Commission européenne a permis d'utiliser pour les États membres en les offrant la possibilité d'exemption comment dire, de pacte de stabilité. Je vois que j'ai perdu mon caméra, mais je suis toujours là. Et aussi les questions de sécurité énergétique avec, pendant la présidence polonaise, installation d'interconnexion entre la Pologne et les pays baltes, ce qui veut dire que c'est vraiment le dernier lien avec la Russie qui a été rompu de ces côtés-là. Ce n'est pas encore le cas pour la Slovaquie et Hongrie, qui sont dépendants du gaz russe qui passe par l'Ukraine. Ce n'est plus le cas de Pologne et des pays baltes. Si on regarde volet économique, qui était aussi important pour la présidence polonaise, la Pologne est plutôt dans les camps, disons, libéral de l'Union européenne. Il est pour plus de concurrence, pour, dans le domaine économique, plus de compétitivité et simplification des règles. Alors la Pologne, avec la Commission européenne qui était à la manette, qui a fait des propositions de 4 omnibus de règles, de simplification des règles dans plusieurs domaines, ce qui a énormément plu aux Polonais. Ce que la Pologne n'a pas fait, et ce n'est pas un hasard, par exemple, elle n'a pas poussé le dossier Mercosur. Parce que ici, le parti paysan faisant partie de la coalition gouvernementale en Pologne est sur la même ligne que, par exemple, la France sur les questions agricoles. Je crois que
dans le jour à venir, avec la présidence danoise, on va voir quand même accélération des événements sur ce dossier parce que les Danois sont dans l'autre camp, ils sont vraiment intéressés de faire pousser cet partenariat très ambitieux et tous ensemble très avantageux pour toute l'Europe, y inclut la France et la Pologne. Voilà, c'est un peu ce que je voudrais pardon, jeter comme première estimation de la présidence polonaise et je serais très ravi de voir, Michel, tes impressions aussi. Alors, avant de dire ça, je voudrais dire deux mots sur certaines images que les Français ont de la Pologne, notamment, par exemple, de dire que les Polonais sont un peu en retrait par rapport à l'Union européenne. Et là, Eurostat sort comment dire, des statistiques régulièrement, et la dernière statistique qui sort, où la question est pour l'Union européenne, est-ce que vous avez plutôt confiance ou pas dans l'Union européenne? Les Polonais disent à 55% qu'ils ont confiance dans l'Union européenne et les Français, tenez-vous bien, ils sont avant-derniers avec 36%. Donc en fait, quand on taxe les Polonais d'être un peu anti-européens, eh bien c'est nous qui avons tendance un peu à l'être à ce niveau-là. La deuxième chose que l'on dit aussi, c'est que la Pologne a un regard un peu trop amoureux, je puis dire un peu, vis-à-vis des États-Unis. On a expliqué tout à l'heure les réminiscences, moyennant quoi la diaspora, le fait que les Polonais, à un moment donné, c'est en train comment dire, de s'éteindre tout doucement, mais les Polonais ont eu plus confiance dans ce qui se passait aux États-Unis que dans ce qui se passait à un moment donné en Union européenne compte tenu de l'histoire. Mais aujourd'hui, les choses sont en train d'évoluer très, très favorablement et on sait très bien que comment dire, l'Union européenne a comment dire, est bien, bien perçue en Pologne, avec une dissociation dans la population polonaise qui est exactement la même que la dissociation en France. Où est-ce que les Français sont les plus eurosceptiques et les plus comment dire, repliés sur eux-mêmes? Dans les campagnes. En Pologne, c'est la même chose. Où est-ce que les Français sont les plus, on va dire, europhiles, les plus ouverts au large? Ce sont les grandes villes. La même chose en Pologne. Donc, vous avez exactement une identité des relations sur ce qui se passe en Pologne par rapport à ce qui se passe en France. Aujourd'hui, il n'y a pas photo. De toute façon, la Pologne est intégrée, a voulu, c'est ce qu'a dit Robert tout à l'heure, et de très belle manière, a voulu s'intégrer très rapidement à l'Union européenne et elle ne faiblira pas. Elle recherche justement dans les, comment dire, dans les sujets qu'elle a mis en exergue pour les 6 mois, c'est justement de rendre fort et sûr, plus fort et plus sûr, l'Union européenne dans les matières dont a parlé Robert. Donc voilà ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui. Euh, L'écart de Peut-être 2% entre majorité et minorité n'est pas très, très importante. Je dirais, au niveau des élections présidentielles, j'ai bien expliqué tout à l'heure que le président n'avait pas les mêmes pouvoirs qu'en France. Et la majorité, la coalition au gouvernement représente 55% des députés. Donc c'est largement suffisant. Vous regardez ce qui se passe en France, c'est largement suffisant pour pouvoir conduire le pays et pour pouvoir avancer justement. Alors, ceux qui sont au pouvoir, c'est quoi? C'est ceux qu'on appelle PO, qui vont être, qu'on pourrait considérer comme étant la droite libérale. Troisième voie, qui est donc à la fois l'ex-parti paysan, mais aussi un peu plus ou moins centriste, et puis ce qui s'appelle la nouvelle gauche, qui est une gauche, on va dire, sont euh, tristes. centriste, voilà, c'est ça qui va. Et donc, avec ces trois-là, c'est sur ces trois-là qui donc dirigent aujourd'hui, enfin, gouvernent l'Union européenne. En face de ça, donc, on a le président. Bon, ça complique les choses, c'est évident, mais moyennant quoi, ça se passe bien. Je rappelle que si la participation aux élections présidentielles a été considérée comme assez forte, puisqu'il y a 2 tiers des gens qui se sont déplacés aux urnes. Donc, c'est un niveau qui est aussi, à peu près aussi on va dire, dans le même niveau que celui que nous connaissons en France et qui est un niveau qui est largement en accroissement par rapport à ce qu'on a connu auparavant. Donc, de toute façon, la Pologne comment dire, est europhile. La Pologne
considère aussi ce que les Américains peuvent dire. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que, si on reprend un peu d'histoire, la Pologne a commencé par vouloir adhérer à l'OTAN en 1999 avant de pouvoir adhérer à l'Union européenne en 2004. Voilà. Parce que pour eux, les États-Unis, c'est un allié essentiel en matière de sécurité. On rejoint à ce moment-là comment dire, la thématique de la présidence actuelle polonaise. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose d'autre Oui, peut-être quelques détails Oui. qui soutiennent exactement ce que tu viens de dire. Pour les élections, on voit depuis les élections de 2023 où la participation était de 74%, les élections présidentielles 72%, la participation des jeunes presque 80%. La démocratie est enracinée en Pologne. Les Polonais votent et participent dans le processus démocratique massivement. En même temps, il y a des signes qui sont inquiétants parce que, comme tu as dit, on a des phénomènes similaires en France. C'est la radicalisation de la jeunesse qui vote de plus en plus à l'extrême droite et à l'extrême gauche. Ce sont surtout les jeunes garçons qui votent l'extrême droite et les jeunes filles qui vont à l'extrême gauche. C'est le phénomène qu'on connaît en France. Je ne sais pas comment les Polonais vont faire des bébés avec la jeunesse comme ça. Euh, Ils font des bébés centristes. Allez, soyons optimistes. sur la coopération avec l'Union européenne, bien sûr que le gouvernement Tusk a voulu aller beaucoup plus loin, surtout pour rétablir ce qui était un peu détricoté par les nationalistes, ce qui concerne l'état des droits. Ça va être beaucoup plus dur avec le président et son droit de veto, parce qu'en Pologne, comme tu as bien dit, le président n'a pas beaucoup de pouvoir, mais a le pouvoir de nuire, de bloquer. Et ce qui a fait le président Duda et ce qui fera le plus probablement le président Navratsky. Mais au Conseil européen, c'est le Premier ministre Tusk qui représente la Pologne, alors que pour le sommet de l'OTAN, c'est le président qui représente le pays. La Pologne est aussi un partenaire de plus en plus important pour la France. Je donne un exemple phare. Il y a quelques semaines, la Pologne a décidé d'acheter plus de 100 Airbus avec un contrat énorme qui va dans les milliards d'euros dans les années à venir. Et je dirais, c'est plutôt un commencement de l'histoire et pas la fin, parce que ce type de coopération, ça pourra développer dans le domaine militaire aussi. On commence par l'aviation civile, ça va aller le plus probablement dans d'autres domaines. Pour ce qui est la coopération dans le domaine de la défense, la Pologne a bien expliqué à ses partenaires ses besoins en vue de la politique russe. La Pologne a décidé de mettre sur le pied 3 divisions supplémentaires blindées et avec l'équipement le plus moderne dans les 2-3 ans à venir. C'est un effort militaire énorme qui d'ailleurs est financé en partie par augmentation de la dette, mais ce n'est pas que la Pologne que fait comme ça. Et la Pologne a expliqué à ses partenaires européens pourquoi elle a choisi d'acheter en Corée du Sud, parce qu'aucun partenaire européen n'était capable de fournir autant si vite. Ce qui est dommage, mais ce qui montre que dans le domaine de la défense, il y a des choses à faire, il y a des choses à améliorer dans l'Union européenne. Et il y a des projets qui sont en cours. L'un qui est soutenu par Banque européenne d'investissement, c'est dans le domaine des satellites militaires. C'est un projet franco-polonais.
Voilà. Alors, après cette période où la Pologne a visé plutôt tous ses œufs dans le panier des Américains, maintenant, on voit bien qu'il y a des partenariats avec aussi la France et autres pays. Alors, je rajouterai quelque chose à ce que tu viens de dire, Robert, notamment sur ben, la chanson qu'on a entendue de la part du président des États-Unis en disant, vous devez investir plus pour votre sécurité. Et le chiffre qui est annoncé un peu partout, c'est 5%. Vous savez que la France est en dessous des 2%. Pour le moment, elle essaye de grimper, mais la Pologne est à 4,5%. Et ça, il faut le comprendre. C'est quand même quelque chose qui est important et qui montre la position de la Pologne en matière sécuritaire. C'est-à-dire elle sait que si la Russie a des velléités, eh bien, elles sont, eux, en première ligne. On voit très bien d'ailleurs la différence de militarisation qu'il y a entre la Pologne et par exemple le Portugal. Le Portugal, lui, est le dernier des derniers en Europe, tout simplement. Et pourquoi? Ben, c'est parce que c'est lui qui est le plus loin le plus loin de la Russie. Donc, comme la menace vient de l'Est, eh bien, la Pologne a décidé comment dire, et compte tenu de son histoire, a décidé d'investir massivement dans les opérations de défense. Voilà, donc ça, c'est ce que l'on pouvait dire. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter, Robert? Je vois qu'il y a déjà quelques questions dans le chat. Alors, ça, c'est Magali qui Oui, peut effectivement nous poser les questions s'il y a oui, besoin. Voilà. je peux vous les lire. Il y a deux questions qui sont arrivées. La première, la Pologne est aux avant-postes de la défense européenne vu la situation en Ukraine et la part de son PIB dévolue à la défense. Mais elle semble plus compter sur le parapluie américain que sur l'UE, notamment sur l'achat de matériel US. Est-ce une vue de l'esprit? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, merci Michel Robert pour vos explications. L'élection présidentielle récente en Pologne a mis en exergue un pays coupé en deux, ville-campagne, mais aussi ouest-est. Quelle est votre prévision par rapport à l'utilisation par le nouveau président de son pouvoir de veto, qui me semble important? Voilà. C'est à vous. D'accord. Alors, on entre vraiment dans les détails, ce qui se passe. Le contrat d'achat de F-35, parce que ça, c'est quelque chose qui est le plus emblématique, était fait par les gouvernements précédents. Et il y a une bonne tradition que dans le domaine militaire, il y a une sorte de continuation. D'ailleurs, la Pologne n'est pas la seule. La Belgique, le Pays-Bas, autres pays ont décidé, même après l'élection de M. Trump, de maintenir ce contrat. Rompre le contrat pour le F-35, ça serait vu par Trump comme un acte presque de guerre. Alors, aucun gouvernement polonais n'ira pas en guerre à la même temps contre les Russes et contre les Américains. La Pologne essaye autant qu'on peut de maintenir des liens, un peu comme Marc Rutte avec ses diatribes pro-trumpiennes. Peut-être n'iront pas jusque-là, mais quand même, la Pologne ne fera rien qui contredirait les Américains et leurs intérêts en Pologne. D'ailleurs, même après, avec cette administration, la Pologne a eu des visites de hauts responsables américains qui ont plutôt donné le sentiment que les Américains ne vont pas complètement quitter la Pologne. Il y a à peu près 10 000 soldats américains sur le sol polonais maintenant, dans la partie nord-est, à côté de la frontière avec la Russie et l'Ukraine, dans ce qu'on appelle dans les jargons militaires corridor de Suwałki. C'est une de 80, la frontière de 80 km où les Russes sont capables de rompre la connexion terrestre entre les pays baltes et la Pologne. Et c'est l'un des endroits qui est considéré par les stratèges militaires le plus dangereux dans toute l'Europe actuellement. Et Il pour faut, il faut ça, rappeler, il faut rappeler, Robert, que les Français ne se rappellent pas trop de ça, mais c'est l'enclave de Kaliningrad
qui est une enclave russe et qui est donc qui donne directement sur la mer Baltique et qui est avec 80 kilomètres en frontière directe avec comment dire, avec la Pologne. Moi, je sais que je suis allé jusqu'à cette frontière-là et vous voyez comment dire, les miradors russes présents là-bas et ça ne rigole pas du tout, hein. Et en plus, ben, il y a la Ouais. base de sous-marins, etc. Donc, c'est une enclave qui est très dangereuse, notamment, ou considérée comme très dangereuse, d'ailleurs, à la fois pour les Polonais, mais aussi pour les pays baltes. Ouais. Par contre, je pense ce qui est changé avec le discours aux États-Unis maintenant, un sort de aveuglement qui existait en Pologne, que c'était tous États-Unis, ça n'existe plus. Même dans les camps, disons, nationalistes, les gens se rendent compte qu'il faut avoir des alternatives et les liens avec l'Europe sont très importants. D'ailleurs, une batterie de patriotes allemands est stationnée toujours à l'aéroport de Rzeszów, si même les Américains ont quitté l'aéroport où arrivait l'armement pour l'Ukraine. Ça montre que le pays qui était longtemps ennemi, maintenant travaille ensemble dans le domaine de sécurité. Alors, juste Pour un ce qui... complément, Oui. l'aéroport de Rzeszów, c'est une ville qui est située exactement à l'extrémité sud-est de la Pologne et donc très proche des frontières ukrainiennes d'un côté, des frontières slovaques au sud. Voilà. Voilà. Euh, pour ce qui est la situation interne avec les élections, vous avez tout à fait raison, ça va être compliqué. Par contre, depuis déjà plus qu'un an et demi, les gouvernements Tusk ne reconnaît pas les tribunaux constitutionnels contrôlés par les camps nationalistes comme un tribunal libre et indépendant. Ce qui est d'ailleurs confirmé par la jurisprudence européenne. Ici, il n'y a pas une différence entre Bruxelles et Varsovie. Sauf que il n'y a pas d'autre. Il y a ici une sorte de situation dangereuse où on peut se retrouver à la fin de cette année avec quelques juges qui vont partir à la retraite, que le tribunal constitutionnel actuel, qui n'est pas reconnu par le gouvernement, ne pourra pas siéger pleinement. Ça donnera une sorte de vide juridique et espérant qu'à un moment venu, les deux camps commençons à discuter, ce qui n'était pas le cas jusqu'au moment. En vue des élections de 2027, des élections parlementaires, on pourra craindre que ce n'aurait pas le cas dans l'avenir proche. Mais pour l'instant, au moins vu de Bruxelles, ça n'a pas posé de difficultés, d'où la décision de la Commission européenne d'accorder de faciliter de, de milliards d'euros qui étaient bloqués avec les pouvoirs d'un camp nationaliste. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, Magali, ou même éventuellement? Pour l'utilisation du veto, euh, Tusk a été assez prudent de proposer de projets de loi pendant un an et demi. Peut-être ça, c'était sa faute aussi. Et président Duda n'a pas bloqué beaucoup. Les camps démocrates attendaient plutôt les élections présidentielles en espérant de les gagner et ensuite de faire passer beaucoup de lois qui étaient en attente. Euh, les élections sont perdues. Maintenant, il faut trouver une parade de quand même avancer. Mais comme nous avons dit, c'est le Premier ministre qui gouverne en Pologne. Ce n'est pas le président de la République. Le président de la République a le droit de veto. C'est tout. Non. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Magali? Soit écrites, soit Non. éventuellement quelqu'un qui voudrait prendre le micro et nous demander à Robert surtout, à moi éventuellement, des questions. Sinon, euh,
Je pense où on peut voir des difficultés, mais c'est déjà le cas avec ce qui se passe au Parlement européen et à la Commission aujourd'hui, c'est sur l'ambition sur les questions écologiques. Parce que la Pologne a vraiment de problèmes toujours avec sa transition Ah bon? énergétique. Il y a toujours beaucoup des mines de charbon qui sont exploitées, beaucoup de centrales qui marchent sur le charbon. En même temps, la Pologne s'est lancée dans le programme nucléaire avec les États-Unis, avec la Corée, avec la France, avec d'autres partenaires. Et quant aux renouvelables, ça progressait pas mal aussi. Je pense que le mix énergétique va continuer d'évoluer n'importe qui gouverne, parce que les charbons est de plus en plus difficile à exploiter et la conscience écologique en Pologne augmente aussi et les prix qu'il faut payer des pénalités pour exploiter des mines de charbon sont énormes. Et dans ces cas-là, ça c'est quelque chose qui va continuer à se faire, peut-être moins vite que on pourra espérer, mais voyons voir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on peut éventuellement passer au point suivant, si Robert en est d'accord, qui serait, Magali, si je me rappelle le planning que vous nous avez préparé, qui est les liens qui peuvent exister entre la France et la Pologne, notamment les relations de citoyen à citoyen. Oui, tout à fait. Et on pourrait commencer par un témoignage. Je crois savoir qu'il y a Madame Mellet, normalement dans les participants, si elle m'entend, pour un témoignage sur le lien entre la Pologne et les Côtes d'Armor. Oui, bonjour. Bonjour, Madame Mellet. Je vois. Attendez. Oui, oui, donc dans Oui. Les Côtes d'Armor sont partenaires, notamment avec l'association Côtes d'Armor Warmi Mazuri, depuis 1982. Alors, l'association à l'époque, c'était Solidarité avec Solidarność, et un partenariat s'est établi depuis 1991 avec le département des Côtes d'Armor et et la voïvodie de Warmi Mazuri. Donc, ce partenariat repose sur deux structures, notamment sur l'association Côte d'Armor Warmi Mazuri et sur le centre franco-polonais d'Olsztyn. Alors, ce partenariat consiste à beaucoup d'échanges, beaucoup de projets Erasmus, notamment entre nos deux régions et d'autres régions de toute l'Europe, quoi. Alors, Madame Mellet, je vous ai pas présenté, mais vous êtes Ah oui, vice-présidente en charge des relations internationales, donc au département des Côtes-d'Armor, et vous êtes aussi une élue engagée dans un réseau européen d'élus locaux. Voilà, c'est oui, un réseau qui permet de travailler ensemble pour communiquer sur les enjeux relatifs à l'Union européenne. C'est le réseau BELC. Voilà, c'est l'acronyme pour bâtir l'Europe avec Hulk, les Hulk élus. maintenant. Ah, oui, ça a pardon. changé, je crois, Ah, ça a maintenant. changé. Autant Oui. pour, pardon. Ça reste un réseau d'élus. Oui, mais au niveau des élus, en tant qu'élu local, hein, je suis adjointe sur la commune de Ploër-sur-Rance, ça permet de faire découvrir l'Europe aussi à nos concitoyens. Notamment, nous avons eu la chance avec le Centre Europe Armor des Côtes d'Armor d'organiser une balade européenne sur notre commune, des expositions sur l'Europe. Ces expositions, d'ailleurs, font le tour un petit peu dans toutes les communes des Côtes d'Armor, quoi. Et c'est très important. Très bien. Bien. Ouais. Alors, moi, Et donc, oui. nous sommes labellisés Europe Direct aussi dans les Côtes d'Armor. Et la labellisation se terminait là et on a demandé à nouveau à être labellisé Europe Direct. Mhm. Mais cependant, je ne tiens pas non plus à évincer, hein, et dire que le département des Côtes-d'Armor connaît, comme tous les départements, hein, des difficultés financières. Et donc, nous sommes amenés à réorienter notre politique Europe et à la recentrer notamment plus sur la captation de fonds européens. C'est ce qu'on appelle l'Europe comme tirelire, c'est ça? Oui,
Et Bah oui, mais quand il n'y a plus rien dans la c'est- tirelire, honnêtement, en tant qu'Européen convaincu, je trouve que ce n'est pas la meilleure approche pour regarder l'Union européenne. L'Union européenne, elle est là pour faciliter les liens entre tous les Européens. Donc, je vais simplement dire, rajouter une chose, puisque, bon, comme certains le savent, je suis aussi l'ancien président de Bretagne-Pologne, auparavant à Ille-et-Vilaine, Pologne. Et donc, j'étais là à la création avec Pierre Ménieri. On a fait plein de choses. Et aujourd'hui, on a cet avantage, effectivement, dans la relation de citoyen à citoyen, qu'on a à peu près encore une quinzaine de jumelages, qui sont des jumelages vivants et qui fonctionnent bien de communauté à communauté, en commençant par la ville de Rennes, bien évidemment, oui. en allant jusque, je dirais, certaines petites communes de notre département. On a aussi il faut reconnaître aussi ensemble, et ça c'est ensemble, qu'il y a aussi un accord de partenariat qui a été réalisé entre la Bretagne et la Wielkopolska. Donc tout ça a fonctionné, je dirais, c'est depuis 1989, c'est un travail une trentaine d'années, et qui continue assez bien, puisque ben, la prochaine opération, je vais en parler puisqu'elle est en lien avec la Pologne et Magali, avec l'Union européenne, et Magali la connaît bien, c'est que nous allons faire un voyage apprenant à la fois de représentants des collectivités territoriales, enfin de représentants, comités de jumelage et villes d'Ille-et-Vilaine, puisque c'est essentiellement, enfin c'est minimum, c'est l'Ille-et-Vilaine, avec des représentants des comités de jumelage et des villes autour de Poznań, et l'ensemble va se retrouver, où ça? Eh bien, à Bruxelles, pour 2 à 3 jours de travail avec les députés, avec les parlementaires et avec les représentants de l'Union européenne, et aussi ensemble pour qu'ils voient comment est-ce que le peuvent continuer à travailler ensemble, et notamment avec une ou deux thématiques qui ont été soumises à l'Union européenne pour voir comment est-ce que nous pouvons fonctionner. Une thématique qui doit être une thématique transpartisane, transfrontière, etc. Donc voilà. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de faire et qu'on continue, parce que moi, je pense à titre de citoyen que c'est très bien d'avoir des relations de dirigeant à dirigeant, d'État à État, de région à région. Mais ce qui est important, et ça ne vivra que si les citoyens se rencontrent les uns et les autres. L'Union européenne ne fonctionnera que si comment dire, les citoyens européens habitant en Europe se reconnaissent dans comment dire, cet ensemble qui est, je dirais, l'Europe, dans lequel nous vivons tous et dans lequel, surtout, c'est ça, les générations qui nous suivent auront de plus en plus à vivre, et dans un monde dans lequel, du moins au sein de l'Union européenne, les frontières n'existeront plus. Il restera simplement les frontières de la langue, mais ça, la langue, on a aussi, je dirais, en France, on avait ça, on les a supprimés à un moment donné, mais bon, c'est aussi une richesse qu'il faut conserver, une richesse patrimoniale. Voilà, c'était simplement ce que je voulais rajouter en ce qui concernait les liens entre les citoyens de nos collectivités et de nos communes, depuis la Bretagne jusqu'à la Pologne, d'un côté la Wielkopolska et de l'autre côté la région de Warmie-Mazurie. Magali, je ne sais pas si vous voulez je voulais ajouter quelque préciser quand chose. même, Oui, bien sûr, je vous en prie. Allez-y, allez-y. oui, parce que bien sûr, hein, l'Europe comme tirelire, mais donc c'est pour avoir des captations des fonds européens, parce que nous sommes également organisme intermédiaire pour le Fonds social européen, donc ce qui est très important pour les populations en difficulté sur notre territoire. D'accord. Mais aussi la personne qui ont en charge cette fonction, aussi toujours aussi d'accompagner les porteurs de projets pour les projets Erasmus+. Et ça, c'est C'est important. très bien. C'est très, Et très bien. notre partenariat avec la Pologne est quand même bien établi en Côte d'Armor. Et l'association Côte d'Armor Warmie Mazurie continue ses actions et ses partenariats avec les Polonais. Non, non, Ça, on tient à les accompagner toujours, même si financièrement, nous n'en avons plus les moyens. C'est ben un oui, oui. partenariat, une coopération qui va malgré tout perdurer. Alors, je voulais juste continuer rapidement pour faire quelques précisions. J'ai eu la chance la semaine dernière, du coup, dans le cadre de notre première visio, en fait, on avait prévu une journée polonaise. Et en fait, j'ai rencontré une classe d'écoliers, c'est des CM2 d'une école de Binic. Et en fait, c'est la seule école primaire à être partie en Erasmus+, et ils sont partis, du coup, en fait, en Pologne, à Olsztyn, en CM2 pendant une semaine. Et ça s'est super bien passé. Très Et bien. j'ai aussi eu la chance de rencontrer en fait une classe de SECPA d'un collège du coup aussi costarmoricain qui eux en fait ils vont faire un projet avec la Pologne et la Roumanie autour du jardin.
Donc en fait, ils vont planter des pommes de terre puisque c'est ce qu'ils ont trouvé de plus commun entre Ah les ben, en trois Bretagne et pays. en Pologne, c'est très bien, oui. C'est ça. Et donc du coup, ils font un projet Erasmus+, aussi trinational autour de la pomme de terre. Voilà. Donc c'est pour montrer qu'il y a plein de choses qui peuvent venir nos citoyens et que Oui. Erasmus+ peut aussi y contribuer. Ah ben, tout peut y contribuer, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce que... Peut-être je vais ajouter, parce que Oui. d'où cet engagement breton traditionnel envers la Pologne. Alors ça date de l'époque de Solidarność, des années 80, de l'engagement de beaucoup des Français de cette région envers le Polonais qui se sont battus contre la junte du général Jaruzelski Mhm. et le communisme. C'était quelque chose qui était très important pour le milieu catholique, pour le milieu syndical, pour le milieu associatif, pour les gens des droites et des gauches en France et pour les gens des droites et des gauches en Pologne. Et ça, c'est quelque chose qui est resté, disons, hors l'abattage politique traditionnel qui continue et, au niveau local avec vous, Michel, l'un des personnages importants dans ce dossier. Moi, je peux dire que avant la Commission européenne, j'ai eu la vie comme journaliste à Gazeta Wyborcza. Et le journal Le Monde nous a fait un cadeau d'une grande machine imprimante. Cette machine n'a jamais marché. On n'a pas pu l'assembler, mais elle a très bien servi comme la garantie pour les banques, pour des différents prêts. Et comme ça, Gazeta s'est développé et à l'époque était l'un des journaux les plus importants de la Pologne démocratique qui a redevenu indépendante. Voilà. Alors encore grand merci à la France, encore grand merci aux Bretons. Alors, justement, c'est très bien ce que tu dis parce il faut rajouter un élément principal que enfin, je considère essentiel dans ce développement des relations entre la France et la Pologne. Eh bien, c'est le journal que nous lisons tous ici, qui s'appelle Ouest France. Parce que c'est Ouest France qui a commencé en parlant de la Pologne du temps du général Jaruzelski, en envoyant des journalistes là-bas sur place, deux, en faisant des norias de camions avec des médicaments, des imprimantes pour pouvoir diffuser des tracts avec comment dire, des produits de première nécessité. Et ça, dès 1980, ce qu'on appelle l'état de siège de la Pologne, dès 1981, c'est Ouest France qui s'est engagé. Il s'est engagé partout. Et il faut reconnaître que les Bretons et les gens au sud-ouest, mais pas particulièrement les Bretons, se sont bien impliqués là-dedans. Et la quantité de camions qui sont passés, qui ont franchi les frontières avec du matériel là-bas est énorme. Et ça, il faut reconnaître que c'est grâce à son président, qui maintenant est décédé, François-Régis Justin, que tout ça s'est passé. Parce il est allé en Pologne, il a vu ce qui s'est passé, il a dit il faut que nous démarrions de façon quelque chose. Et bien évidemment, comment dire, un journal comme Ouest France a beaucoup plus de pouvoir médiatique que nous, pauvres petites associations, je veux dire pauvres mais petites associations, pouvons avoir. Donc, de ce côté-là, moi, je tire honnêtement mon chapeau, je dirais, à Ouest France et à son président, François-Régis Hutin, parce que c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, aussi bien dans les Côtes-d'Armor qu'ici à Rennes, qu'à Poznań, qu'en Army-Missouri, on puisse avoir des échanges entre nos différentes régions. C'est de là, c'était le début du démarrage de ces relations, qui sont des relations fantastiques qui ont pu avoir lieu entre nos quatre régions et nos deux pays. Voilà. Mais ça, je pense qu'il faut le mentionner. Pour moi, c'est hyper important. C'est Ouest France qui a démarré les choses. Et après, nous, on a derrière les associations, etc., on a enclenché, on a continué. Donc moi, j'en suis toujours très reconnaissant. Je le dis haut et fort. Voilà, Robert, parce que ça, c'est une histoire côté. Tu connais bien évidemment, puisque tu as travaillé ici, sont bons à Gazeta Wyborcza, donc des relations avec le monde. Mais à côté du monde, il y avait aussi, notamment dans l'ouest de la France, un journal qui est encore plus important que le monde, qui s'appelle Ouest France.
vous entend plus. Je sais Ça- pas. Céline, tu as levé la main, je crois. Ou je te prends peut-être un peu trop tard. Non, c'est pas grave, c'était juste pour compléter un petit peu sur les exemples citoyens. On a parlé de diaspora tout à l'heure. En fait, il y a une diaspora assez importante en Loire-Atlantique historiquement. à À Couëron. Nantes, à Couëron exactement, et à Saint-Nazaire, et regroupés notamment dans des associations assez actives. Il y en a une qui est assez connue qui s'appelle Tchetch Nantes-Pologne. Vous Hey, m'excuserez pour... qui veut, Merci pour la qui veut prononciation. dire, qui veut dire salut. Merci Michel pour la correction. Ils sont membres de la Maison de l'Europe de Nantes. On fait beaucoup de choses avec eux. Et là, comme il y avait la présidence et qu'à chaque fois qu'il y a une présidence, on met l'accent sur le pays qui l'a. Donc, on a fait beaucoup de choses avec eux. On a pu avoir une exposition de l'Institut de Pologne à Paris. On a fait beaucoup d'événements. Ils ont fait des masterclass. Ils ont fait des temps de découverte de la langue. Au passage, ils donnent des cours de polonais toute l'année à la Maison de l'Europe de Nantes. Donc voilà, je voulais juste souligner cette très belle coopération qu'on a eue avec eux. Et juste une petite anecdote, la diaspora polonaise, elle continue d'arriver sur Nantes. Mais donc il y a un petit écart générationnel. Dans Tchetchnam, Pologne, c'est, on va dire, les plus anciens. Et puis il y Oui. a ce qu'on appelle les bébés Erasmus. On a parlé d'Erasmus tout à l'heure. Donc il y a plein de jeunes Polonais qui viennent sur le territoire nantais et qui font des rencontres et qui s'implantent. Et donc, il y a une autre association qui s'appelle Popolsku, vous allez encore corriger ma prononciation, et qui est une association de jeunes Polonais et qui s'est regroupée pour aussi créer des choses autour de la culture polonaise. Ce que vous dites est intéressant et c'est là où on voit la mémoire. Parce que les relations, je dirais, la diaspora polonaise, elle vient d'où? Couëron. Eh bien, Couëron, c'est une émigration polonaise des années 1927-28, au moment de la Grande Dépression. Mm. Et les Polonais qui n'avaient plus rien ont émigré. Et ils ont émigré où? Eh bien, ils ont émigré à Couëron parce qu'ils ont été notamment démarchés par des responsables d'entreprises de Couëron où il y avait donc si mes souvenirs sont bons, des fonderies. Oui, c'est ça. Donc, les fonderies qui ont embauché des Polonais, d'où l'implantation d'un espèce de village polonais Mm. avec, je dirais donc, tous les Polonais, les bouchers charcutiers polonais, le curé polonais, et tout le monde est déménagé en même temps ici. Et ce reliquat comment dire, cette migration polonaise dont on parle aujourd'hui au travers, aujourd'hui, les enfants, les enfants, les Mm. Erasmus+. Mais il faut se rappeler ça vient donc de il y a un siècle. C'est ça. Et dernière petite chose, on a accueilli le bureau de vote pour les élections présidentielles. Du coup, on a quand même vu passer à chacun des deux tours 500 personnes qui sont venues voter. Donc ça montre Très bien, la vivacité de la communauté polonaise sur le territoire. tout à fait, tout à fait, tout à fait. Il est 16h58. Il me semble, Magali, que Oui. vous aviez donné, comme aussi bien pour Robert et pour moi, de dire, voilà, on se cale sur 1 heure. Oui. Donc, Si vous avez, je ne vois pas d'autres questions dans le chat ou s'il y a des réactions des participants, mais sinon, je peux vous Peut-être laisser le. il y a eu Oui. quand même une question, comment va se passer Ah, le pardon. passage entre les présidences? Ça, c'est Hmm. quelque chose qui se Ah oui. passe assez dans un bon compagnie et assez automatique. Maintenant, il y a une règle que les présidences travaillent en trio. Le programme est discuté et partagé. On sait très bien que le plus gros dossier que la présidence danoise va avoir sur sa planche, c'est les budgets européens, avec la proposition de la Commission européenne le 16 juillet déjà, et les commencements des négociations. Les Danois disent qu'ils veulent aller vite. Aussi, il prend en compte la situation politique en France qui est de moins dire compliquée. Hmm. Et ils disent qu'il vaut mieux aller avec les dirigeants en place et pas attendre les élections présidentielles en 2026, 27.
Hmm. On verra s'ils vont réussir parce que des milliers d'années, c'est quand même très peu pour les négociations qui vont être assez difficiles parce que c'est le budget qui va avoir beaucoup de nouveautés. Et alors, ça, c'est quelque chose qui va être à suivre avec Hmm. la présidence danoise. Sur la question de sécurité, sur la question des migrations, sur l'énergie, on pourra dire que ça va être la continuité. Les Danois sont aussi dans le camp économiquement plutôt libéral. On ne va pas avoir beaucoup de différences par rapport à ce que faisait le Polonais. Et ce qui d'ailleurs fait la commission en ces temps-là. Donc, Voilà. Magali, vous pouvez conclure, si vous voulez, ou Robert. Robert, tu peux conclure, puisque c'est quand même toi Je le. vous remercie et je remercie tous ces participants qui m'ont Hmm. appris sur des relations locales Hmm. entre France et la Pologne. Pour moi, Hmm. ça me réjouit les cœurs parce que entre temps des coupures budgétaires, ce sont les liens humains qui, qui sont très importants et il ne faut pas perdre ces noyaux qui s'est tissé depuis des années et des siècles entre la France et la Pologne. Il faut pas oublier que l'un des rares pays où Napoléon Bonaparte est aimé, c'est la Pologne. Et rappelons-nous aussi, c'est les deux pays qui ne sont jamais entrés en guerre l'un contre l'autre. Ouais. Ça, Hmm. Ben écoute, Robert, j'ai bien compris que tu as été très intéressé par notamment ce que l'on a pu dire au niveau local sur les échanges, mais il y a une chose qu'il faut que tu fasses, il faut que tu sortes de Paris et que tu viens ici passer quelques temps, soit en Bretagne, en Ille-et-Vilaine, soit dans les Côtes-d'Armor, soit en Loire-Atlantique, et on te montrera non pas éventuellement la diaspora polonaise, c'est pas forcément ce qui va t'intéresser plus, mais tous les intérêts, tout ce qui peut se passer ici en Bretagne. Et rappelle-toi, et je ne suis pas breton, donc j'ai le droit de le dire, la Bretagne est vraiment une très belle région. Et quand je dis, bon, je parle de la Bretagne au sens historique, c'est-à-dire j'inclus dedans, je dirais la Loire-Atlantique, bien évidemment. Ouais. Ah, Et les pays de la Loire. Voilà, merci voilà. beaucoup et merci pour cette invitation. Il y a encore un main levée, mais ou Oui, peut-être. il y a Patrick Tweidel. Je ne sais pas à quel moment il a levé la main, s'il est Mais non. encore là et s'il Oui, veut donc voilà. réagir rapidement, Monsieur Oui, Tweidel. vous m'entendez? Oui. Oui, d'accord. Alors, je voulais remercier les intervenants, tous les intervenants, also dziękuję bardzo. Et je voulais simplement indiquer que la Maison de l'Europe de Rennes compte organiser un rendez-vous vers la fin de la présidence danoise pour faire le même genre d'exercice, quoiqu'il n'y ait pas autant de liens entre le Danemark et la Bretagne qu'il y a entre la Pologne et la Bretagne, et je crois que même Pia Edström-Bordeaux serait d'accord. Et j'ai des liens avec le Danemark moi-même et des connaissances dans le coin, et on va essayer donc de faire une évaluation de la présidence danoise à la fin de l'année. Voilà. Très bien. Ben, merci Patrick. Merci beaucoup. Très bonne continuation à vous tous. Et vous Merci, avez toujours le Monsieur droit de Doron. poser toutes les Merci questions que et au vous voulez revoir. sur la Pologne. On saura répondre. À bientôt et au revoir. Merci. Merci. Je suis Merci à désolé vous pour deux. mon caméra qui s'est Merci, brisé Robert.